Donc bonsoir à tous. Je déclare ouverte la séance du Conseil municipal du 18 février 2021. Je vais procéder à l'appel. Donc moi-même, je suis présente. Didier Quenouille. Présent. Madame Rebecca Babilotte. Monsieur Guy Legris. Présent. Madame Delphine Pandot. Présente. Monsieur Patrice Brière. Présent. Madame Martine Guillon. Présente. Monsieur David Revers. Madame Catherine Vattier. Présente. Monsieur Lionel Bottin. Présent. Madame Julie Mulac. Monsieur Maxime Aguilé. Présent. Madame Dominique Vignesoult. Présente. Monsieur Pascal Simon a donné pouvoir à Monsieur Jacques Tac. Madame Adèle Grand-Brodeur a donné pouvoir à moi-même. Monsieur Jacques Tac. Madame Isabelle Drong a donné pouvoir à Madame Rebecca Babilotte. Monsieur Jean-Pierre Deval. Madame Janine Houtin. Monsieur Stéphane Sabatier. Présent. Madame Aline Hainaut a donné pouvoir à Monsieur Stéphane Sabatier. Madame Stéphanie Freinet. Monsieur Michel Thomasson. Madame Claude Barzotti a donné pouvoir à Madame Stéphanie Freinet. Monsieur Jean-Eudes Dachon. Monsieur Philippe Abraham. Et Madame Éléonore de la Grandière. Je vous remercie. Nous allons donc procéder à la désignation d'un secrétaire de séance. Qui souhaite prendre ce rôle ? Donc sinon, on va désigner Madame Julie Mulac. Merci beaucoup Julie, c'est très gentil. Y a-t-il des questions orales ? Moi, je n'en ai pas reçu. Donc je considère qu'il n'y en a pas. Nous allons procéder à l'adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 22 décembre 2020. Avez-vous pu prendre connaissance de ce procès-verbal ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc je vous remercie, ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. La première information du jour concerne en fait les décisions qui ont été prises donc par le maire en fonction, en vertu des délégations donc qui lui sont confiées par le conseil municipal. Vous avez eu communication du tableau donc récapitulant toutes ces décisions. Est-ce que vous avez des questions à poser sur tel ou tel sujet ? Non, pas spécialement. Alors, de la même manière, la loi de transparence sur la vie publique nous oblige aujourd'hui à communiquer l'état des indemnités perçues donc, par les élus, donc là au titre de l'année 2020. Donc, vous avez eu connaissance aussi de ce tableau. Y a-t-il des questions, des observations sur ce tableau ? Non, rien de spécial. Je vous en remercie. Donc, nous allons passer à la première délibération de ce jour, qui est donc la délibération qui concerne le débat d'orientation budgétaire. Alors juste pour en préambule, nous vous rappelons qu'en fait l'objectif du débat d'orientation budgétaire, c'est évidemment de discuter des orientations budgétaires de la collectivité, mais également d'informer sur sa situation financière. Plus particulièrement, donc, le débat d'orientation budgétaire présente les orientations budgétaires et les évolutions prévisionnelles des dépenses et de recettes, donc évidemment en fonctionnement et en investissement, en précisant les hypothèses d'évolution retenues, donc notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, tarification, de subventions, etc. Les engagements pluriannuels qui seront envisagés, donc c'est la programmation des investissements avec une prévision des recettes et des dépenses. Et enfin, la structure et la gestion de la dette contractée. Les perspectives pour le projet de budget en précisant le profil de la dette visée pour l'exercice. Donc, pour parler de ce débat d'orientation budgétaire, je vais passer la parole à Karine Haguet, donc en charge des finances à la mairie. Merci. Donc, nous allons commencer par parler de la situation budgétaire de Trouville et des recettes de fonctionnement. Donc, on vous a donné des éléments concernant l'analyse rétrospective de 2017 à 2019. Donc, je vous précise que tous les chiffres que vous trouvez dans ces tableaux viennent des comptes administratifs, puisque ce sont les comptes qui ont été validés par la trésorerie et par la préfecture. Donc, ce tableau fait apparaître les chiffres de 2017 à 2019,
Et on voit une évolution des recettes de moins 6%, qui représente quand même une somme de 1,3 million en moins. Les seuls produits qui ont augmenté, recettes qui ont augmenté, ce sont les ventes de produits et de prestations de services qui correspondent aux redevances d'utilisation du domaine public avec les stationnements, les coûts des terrasses, les prestations de services de la mairie, les activités périscolaires, extrascolaires, culturelles et sportives et les locations. La hausse cumulée des recettes est de plus 60%. Sur la période de 2017 à 2019, qui représente une somme de 1,068 000 €. On vous a fait aussi un tableau concernant les ressources fiscales, donc, qui passe de 12 801 000 € en 2017 à 12 108 000 €. Donc là, on voit bien la légère diminution, mais ça, on le sait bien que les recettes fiscales diminuent. Par contre, en ce qui concerne l'évolution des bases entre 2014 et 2020, on se rend compte d'une évolution des bases de 11,2%. Sur la même période, les produits fiscaux directs locaux ont augmenté de 17,3%. Le total, donc base en 2014, en total, il y avait 35 171 000 €. Et en 2020, nous atterrissons à 39 096 000 €. Ensuite, nous vous avons présenté un graphique concernant les produits de fiscalité. Donc, les taux communaux ont subi une augmentation entre 2016 et 2017 et ils n'ont pas évolué depuis. Donc, la taxe d'habitation, elle se situe à 15,28%, la taxe foncière sur les propriétés bâties à 26,82% et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 22,34%. Concernant les prélèvements sur les produits des jeux des casinos, donc c'est quand même notre deuxième ressource de la ville. Après la crise, avec la crise sanitaire, donc évidemment ces recettes sont en grande chute, ce qui impacte fortement le résultat qui impactera le résultat de 2020, bien évidemment, et par la suite celui de 2021, puisqu'on est encore fermé. Et il n'y a pas du tout de perspective à ce jour de réouverture. Concernant le concours de l'État, eh bien, comme tout le monde le sait, le concours de l'État diminue fortement. De 1 373 000 en 2017, on estime en 2020 qu'on sera aux alentours de 1 246 000. Donc, ça fera une baisse de 9,2% de notre dotation globale de fonctionnement. Ça, c'est la révision qui a été faite avec la loi de finances de 2015, qui a bloqué certaines sommes qui n'évoluent pas, qui régressent plutôt. Concernant les dépenses de fonctionnement, donc pareil, vous avez un tableau d'analyse entre 2017 et 2019, toujours basé sur les comptes administratifs. Donc on se rend compte que les dépenses ont augmenté de 3%, soit une augmentation de 500 000 € sur 3 ans. Concernant les charges à caractère général, elles sont stabilisées autour de 3,4 millions. 2019, 3 523 000. Donc voilà. L'objectif de la municipalité est d'engager des efforts pour diminuer ce niveau de dépenses courantes, sans altérer évidemment les services proposés à la population. Dans le cadre de la préparation du budget 2021, nous organisons encore des réunions d'arbitrage avec chacun des services auxquels il est demandé de respecter une rigueur budgétaire certaine. Donc tous les points sont revus, y compris les subventions, les subventions, que ce soit les subventions au niveau des organismes publics que des subventions au niveau des associations, mais également et surtout toutes les charges à caractère général. En ce qui concerne les dépenses de personnel, donc les dépenses de personnel, on voit une stagnation en gros, une petite évolution. Elle représente 48% des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité. On est à un taux inférieur par rapport à la moyenne nationale. Donc on se situe en estimation 2020 à 7 707 000 €. L'effectif, 175 agents permanents au 31 décembre.
Et il y a pratiquement l'équilibre entre hommes et femmes, 51% d'hommes et 49% de femmes. En ce qui concerne la structure des effectifs, donc on se rend compte en répartition des effectifs titulaires par filière. Donc les techniciens, bien évidemment, représentent la plus grosse filière, avec entre 55 et 60 hommes. Et on arrive à 45 femmes à peu près, pour un total de techniciens entre 85 et 90 personnes. Viennent ensuite l'administratif, avec un effectif de 53 personnes. Et après, ça décroît énormément. En ce qui concerne la répartition des effectifs par catégorie, au 31 décembre 2019, toujours. Donc la catégorie C est la plus importante, avec 75 hommes et 71 femmes. Donc là, l'équilibre est pratiquement respecté aussi. La catégorie B, 12 hommes, 8 femmes. Et la catégorie A, moitié, 3 hommes et 6 femmes. Donc là, les femmes sont majoritaires. En ce qui concerne les subventions, donc les subventions que l'on verse sont de deux types. Les subventions aux organismes publics, donc CCAS, les écoles, l'office de tourisme, l'école de musique, et les subventions aux associations. Donc en 2017, les subventions aux organismes publics étaient de 1 580 000. Ça avait augmenté en 2018 et 2019 pour retomber en 2020 à 1 526 000. Les subventions, malgré je complète, en 2020, malgré une subvention complémentaire de 200 000 euros qui a été versée justement au CCAS, du fait du Covid. En ce qui concerne les subventions aux associations, donc en 2017, on était à 1 098 000 euros et en 2020, 943 000 euros. Donc là, les subventions avaient été revues, évidemment, du fait aussi du Covid et des animations qui n'avaient pas pu se tenir. Les autres dépenses de fonctionnement, la contribution de la commune au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales était en diminution depuis 2019, mais on a connu un fort rebond en 2020 et elle se situe à 418 000 euros. Pour information, les dépenses concernant la 4CF est en hausse constante sur la même période et elle atteint 1 100 000 en 2020. Concernant les dettes, s'agissant du stock de dettes, l'encours au 1er janvier 2021 s'élève à 18 409 087,23, soit un montant d'encours par population de 3 914 euros. Le remboursement en capital en 2021 s'élèvera à 1 946 147,99 et les charges d'intérêt à 581 359,48. Au 1er janvier 2021, le taux moyen de la dette est estimé à 2,369%. La dette et donc le risque global reste faible. Il est réparti de la façon suivante. Le taux fixe 98% et en taux variable 2%. Donc il n'y a pas s'il y a une inflation, il n'y a pas de risque au niveau des changements de taux. La durée de vie résiduelle est de 10 ans et 5 mois et sa durée de vie moyenne 5 ans et 5 mois. Donc là, vous avez le graphique qui vous donne l'échéancier de la dette entre 2021 et 2037. Donc je pense que vous en avez pris connaissance. Concernant l'épargne brute et l'épargne nette, alors l'évolution de l'épargne brute et de l'épargne nette de 2017 à 2019. Donc l'épargne de gestion, en 2017, elle était de 5 118 000, 2018, 2 289 et 2019, 3 266. L'épargne brute, c'est-à-dire après diminution des intérêts d'emprunt, 4 421 en 2017 et elle est descendue en 2018 à 1 581 pour remonter en 2019 à 2 621. Et après remboursement du capital d'emprunt, l'épargne nette, 2017, 2 686 000, 2018 négatif à moins 47 000 et 2019, 969 000. Donc au regard des comptes administratifs entre 2017 et 2019, la trajectoire financière reste saine malgré un contexte de plus en plus contraignant. L'autofinancement dégagé permet toujours de faire face au remboursement du capital d'emprunt et d'entreprendre des projets d'investissement.
L'épargne par habitant en 2019, l'épargne brute, donc 548 €, et l'épargne nette, 203 €. Pour information, l'épargne était de 265 € par habitant en 2019, dans la moyenne des communes de la 4CF. Concernant les recettes d'investissement, donc en 2017, 2 935 000, 2018, 1,5 million et 2019, 3 071 000. Le montant de l'emprunt 2019 représente 33% des recettes d'investissement contre 45% en 2017. L'autofinancement 2019 représente 61% des recettes d'investissement contre 41% en 2017. Concernant les dépenses d'investissement, je repasse la main à Madame le maire. Concernant les dépenses d'investissement, donc en 2017, 3 300 000 €, 2018, 4 562 000 et 4 375 000 en 2019. La commune a conduit un programme d'investissement conséquent pour la période 2017 à 2019, soit en moyenne 2,4 millions d'euros par an. En 2019, les principales opérations ont été le parking de la Marinière, les travaux de la corniche, l'éclairage public, les travaux cotis, les travaux de la piscine et la réfection du court de tennis. Concernant les prévisions 2020, je passe la parole à Madame le maire. Oui, merci beaucoup Catherine. Donc maintenant, nous allons parler effectivement des orientations pour l'année 2021. Donc évidemment, la mise en œuvre en fait de ce débat d'orientation budgétaire a été effectuée dans un cadre tout à fait particulier, puisque le contexte financier, comme vous le savez, est complètement incertain et que par ailleurs, nous souhaitons quand même mettre en œuvre évidemment tous les projets que nous avons dans notre nouvelle équipe. Nous avons fait l'objet, comme le disait Catherine Vattier tout à l'heure, de pertes très importantes, notamment eu égard à la fermeture du casino. Nous avons décidé de soutenir l'action sociale. Comme le rappelait Catherine Vattier, nous avons effectivement octroyé une subvention complémentaire au CCAS l'année dernière de 200 000 €. Nous avons également souhaité soutenir l'économie locale, puisque, comme vous le savez également, nous en avons parlé au dernier conseil municipal, nous avons exonéré des loyers nos locataires. Nous avons également exonéré des taxes de terrasse. Bref, nous avons vraiment aidé les commerçants de Trouville. Dans ce contexte, il a été demandé aux élus et aux chefs de service de prendre en compte évidemment toutes ces contraintes dans l'élaboration du nouveau budget. On vous rappelle que lors de cette campagne, nous nous sommes engagés sur certains points. Tout d'abord, le maintien de l'impôt. On s'est engagé à ne pas augmenter les impôts cette année et on tient notre engagement. Par ailleurs, nous nous sommes engagés également à diminuer la dette de 5 millions sur l'intégralité du mandat. Et enfin, nous nous sommes engagés à maîtriser les dépenses de fonctionnement de la commune. Donc, pour ce faire, je vais repasser la parole à Catherine Vattier pour nous énoncer le projet pour 2021. Excusez-moi. Je vous donnerai la parole à la fin, Madame Freinet, s'il vous plaît. Merci. Pardon. Je vais revenir, parce que je ne vous ai pas parlé, du chiffre d'affaires du CA sur les comptes prévisionnels de 2020 concernant les investissements de 1,2 million. Les principales dépenses qui ont été faites, c'est le solde des travaux de confortement de la corniche, des véhicules pour la voirie et pour les espaces verts, les logiciels en matière informatique, les travaux de voirie, la vidéoprotection, la réfection des plages et la signalétique, des planches et la signalétique sur les plages, le musée, l'installation d'une alarme et la couverture de l'atelier, l'église, les diagnostics et la clôture du gymnase. Donc, concernant la prospective 2020-2021, en 2021, nous proposons de bâtir notre rapport d'orientation budgétaire sur une progression minimaliste des impôts locaux, soit plus 34 000 € par rapport au budget prévisionnel 2020, qui se justifie par une hausse de plus 0,2% des bases fiscales. Surtout, nous prévoyons une chute drastique des prélèvements sur les produits des jeux du casino de 1 million d'euros,
35% par rapport au budget prévisionnel 2020, ainsi que de la dotation globale de fonctionnement de moins 41 000 euros, soit 3%. Donc, concernant les recettes réelles de fonctionnement, sur le budget prévisionnel de 2020, ils étaient de 16 524 000. Estimés, ils vont être à 18 300 000. Et pour le budget 2021, nous le prévoyons à 15 716 000. Donc, concernant les ventes de produits, on fait une diminution entre l'estimé de 2 035 000 et le budget de 2%, pour atterrir à 1 955 000 euros. Concernant les autres ressources, donc les impôts locaux stables, à pratiquement rien. Concernant les taxes de séjour, donc on compte une diminution. Le budget de 2020 faisait apparaître 350 000. L'estimé, il va monter à 462 000, parce qu'il faut savoir que toutes les plateformes maintenant taxent systématiquement les propriétaires, donc on reçoit plus facilement les taxes de séjour, ce qui est intéressant. Pour 2021, compte tenu du confinement, on a diminué, on était prudent, à 400 000 euros. Concernant les prélèvements sur les produits du casino, donc comme on vous l'a dit, on projette uniquement 1 million d'euros. Le budget 2020 était 1 550 000. L'estimé 2020, il va tourner aux alentours de 1 402 000, donc soit une baisse de 35%. Concernant la taxe additionnelle des droits de mutation, donc il était budgété à 800 000 euros. Il a bien progressé en 2020 en réalisé, parce qu'on va tomber à 1 290 000 euros. Et on prévoit un budget 2021 à 1 million d'euros. Concernant les dotations et participations, donc là on prévoit une baisse de 6%, notamment parce que la dotation globale de fonctionnement va aussi baisser de 3%, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et les autres recettes de fonctionnement, au budget 2020, elles étaient de 1 245 000. En 2020, en estimé, on va tourner autour de 2 440 000. Donc cette progression, c'est essentiellement des régularisations de recettes sur exercices antérieurs. Et en 2021, on projette 906 000 euros pour venir dans des chiffres plus réalistes, enfin conformes à une année normale. Cette évolution de nos recettes est très inquiétante puisque ça représente moins 5%. Pourtant, la ville maintient son engagement de ne pas augmenter les taux de fiscalité locale, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Les prévisions de charges de fonctionnement sont en quasi-reconduction, donc les prévisions sont un petit peu compliquées. On a de lourds arbitrages à opérer et on les fera lors des conférences budgétaires par service. Et on a déjà commencé, heureusement. Concernant les dépenses réelles de fonctionnement, le budget 2020, il était à 1 625 000 et il est estimé réalisé à 15 877 000 euros et on projette 16 667 000, soit une progression de 0,25%. On est parti sur une prospective d'évolution des charges à caractère général avec une évolution de 4% de budget prévisionnel 2020 par rapport au budget prévisionnel 2021, qui prend en compte une augmentation globale de 2% de tout le chapitre et un ajustement des taxes foncières dues par la commune. Notre objectif reste une stabilisation de ce chapitre 011 tout en tenant compte de l'inflation. Concernant les charges de personnel, donc là, on envisage une progression de... l'évolution sera à peu près de 4%, compte tenu du glissement vieillesse et technicité de 2%. Un travail de réflexion devra être mené par chaque service sur l'organisation administrative. Chaque mobilité, chaque départ devra faire l'objet d'une réflexion quant à la pérennité du poste devenant vacant. Les perspectives d'évolution des charges de gestion courante, donc une évolution de moins 2% due à un réajustement des crédits correspondant à la réalité de certaines subventions versées. Il y a un gros travail qui est fait pour le versement de toutes les subventions en ce moment, justement. Concernant les perspectives d'évolution des atténuations de produits, donc le FPIC repart à la hausse. Le FPIC, c'est le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
Ça sert à aider les entreprises qui sont en plus grande détresse que nous et on rééquilibre ceux qui ont plus de revenus, on rééquilibre vers celles qui ont moins de revenus. Concernant la programmation des investissements de la collectivité, donc les recettes d'investissement se composent comme suit. Recettes réelles d'investissement, donc budget provisionnel 2020, 3 488 000, estimé au résultat 2020, 2 463 000 et budgété de 560 000 euros, soit moins 84%. Une réflexion est en cours sur les possibilités de cession mobilière et immobilière, dont opération achat, cession de parcelles AS 189, votée à l'unanimité lors du conseil municipal du 30 septembre 2020, et le bâtiment de l'ex-police municipale qui est en cours de mise en vente. Un travail est également à réaliser sur les financements par nos partenaires institutionnels, État, collectivités locales notamment. Concernant les dépenses d'investissement, donc en l'état actuel, ces dépenses ne permettent pas de couvrir les dépenses d'investissement à la hauteur. Le remboursement de capital, il y en a pour 1 950 000 euros. Le budget participatif, 15 000 euros. Le budget vélo électrique, 15 000 euros. Le projet à engager pour la propreté, le développement durable, les travaux de voirie, 400 000 euros. Et des projets récurrents de 800 000 euros. Projet en phase d'étude pour la programmation pluriannuelle des investissements, conformément aux engagements pris par la municipalité. Donc, il y a l'équipement éducatif, école, multi-accueil, salle polyvalente, la rénovation énergétique de l'hôtel de ville, la préservation de l'église Notre-Dame de Bonsecours, la préservation de l'église Notre-Dame des Victoires, la réhabilitation du boulevard Fernand Moreau et la réhabilitation du quartier Saint-Jean. Merci beaucoup, Catherine Vattier. Donc, Madame Freinet, vous souhaitiez prendre la parole. Merci, Madame Vattier, pour ces explications, cette lecture. Deux choses. Pourquoi aujourd'hui, à un mois et demi du vote du budget, nous n'avons pas encore eu les chiffres de 2020, Madame, s'il vous plaît? Les chiffres de 2020 ne sont pas encore validés. De toute façon, déjà, la trésorerie a donné des journées complémentaires et on peut encore en février passer des écritures du fait du contexte sanitaire. Donc, on ne peut pas vous donner les chiffres 2020 puisque de toute façon, ils ne sont pas encore validés par la trésorerie. Et qu'on attend encore des compensations de l'État sur les pertes de l'année dernière. La fameuse compensation que l'État doit nous verser, dont on a déjà eu un acompte, là c'est un calcul que les impôts doux font, donc on ne l'a pas encore et on doit le passer dans les comptes. Alors je comprends, je vous remercie de votre réponse, mais il y a quelque chose, pardonnez-moi madame, que je ne comprends pas, puisque les communes aux alentours ont déjà voté les budgets. Pourquoi nous, la ville de Trouville, n'a pas réussi à obtenir ces chiffres? Et j'entends qu'il y a la compensation, puisque j'allais venir après, parce que je n'ai pas vu quoi que ce soit sur la compensation, mais est-ce que vous pourriez m'expliquer, parce que je ne comprends pas. Donc nous, cette année, on n'a pas pu faire le budget de 2020 en fin d'année, comme le présentent certaines communes. C'est ce qu'on envisage de faire pour l'avenir, c'est ce qu'on vous avait dit. Par contre, les autres municipalités, quand elles ont voté leur budget, elles n'avaient pas non plus les comptes. Donc tout est ils leur referont un conseil municipal pour justement voter les comptes définitifs. Alors effectivement, pour compléter ce que vient de dire Catherine Vattier, en fait, pour l'instant, l'ATP ne nous a pas transmis le compte de gestion validé. Et donc, tant qu'on n'a pas ce compte de gestion, on ne peut pas voter le compte administratif. C'est pour ça qu'on vous a donné des comptes administratifs estimés. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, on a déjà évoqué ce sujet à la commission des finances la dernière fois, où Madame Vatinel, qui était présente, a expliqué pourquoi effectivement les comptes à ce jour, et particulièrement cette année à cause de la crise sanitaire, n'étaient pas encore validés. Je vous remercie de vos réponses, Madame de Gaetano, mais étant donné que je ne fais pas partie de cette commission et que je vois ce qui se passe dans les communes aux alentours, donc je me pose la question. Après, peut-être que les communes alentours ont, elles, eu leur compte validé, mais pour l'instant, chez nous, ce n'est pas le cas, puisqu'on attend encore des compensations financières de l'État. Et c'est vrai que vous admettrez, j'espère, que lorsqu'il y a un débat d'orientation et qu'on n'a pas les derniers chiffres, c'est toujours très compliqué de se projeter. En revanche, plusieurs choses, Madame. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez indiqué qu'en 2020, et Madame de Gaetano a repris, sur les 200 000 du CCAS, cette enveloppe de 200 000 euros n'a pas du tout été lancée et créée et versée sous votre majorité.
Elle a été décidée sous l'ancienne majorité avec l'accord des candidats à l'époque élection municipale. Donc ça, ce n'est pas quelque chose, parce que je l'ai lu dans votre inventaire à la Prévert dans l'Ouest France, et du coup j'étais assez surprise parce qu'il y a deux choses que vous avez mis en avant. Vous avez mis en avant le CCS et les 200 000 euros, alors que ce n'était pas de votre fait. Pardonnez-moi de parler comme ça. Nous étions effectivement tous ensemble, mais oui. Bon, au résultat 2020, c'est vrai qu'il apparaît que pour le CCAS, nous avons octroyé 200 000 euros de plus. Et les logements sociaux quartier Saint-Jean, c'est également quelque chose qui a été donc voté sous l'ancienne majorité. Oui, peut-être, mais effectivement, même ce qui a été... En fait, moi, nous reprenons tous la gestion d'une municipalité qui existe depuis très longtemps. Donc, effectivement, certains projets ont été, et heureusement, votés dans la précédente majorité et se poursuivent aujourd'hui et vont se poursuivre encore après, oui, mais dans les années futures. Ce que je veux dire, c'est que c'est très bien aussi de dissocier vos propres projets et ceux donc votés sous l'ancienne majorité. Alors, Madame. Mais financièrement, ça arrivera sur nos comptes. Donc finalement, même si les décisions sont antérieures, au final, c'est dans notre gestion actuelle que les conséquences interviendront. Donc je pense qu'on peut effectivement les mettre en avant quand même. Je ne trouve pas. Mais après, c'est plutôt une tromperie. Mais Madame. Je voulais aussi vous poser la question sur vous avez parlé de nombreux chiffres, mais à aucun moment, alors sauf erreur de ma part, je ne vois les compensations. Vous avez commencé à chiffrer la perte du casino à 1 million d'euros, certaines choses, mais vous avez parlé aussi que l'État baissait les dotations, mais à quel moment vous parlez de cette compensation qui est là et qui est faite en fonction de cette crise sanitaire? Alors juste pour remettre les choses en l'état, nous sommes sur un débat d'orientation budgétaire pour 2021. Là, on ne parle pas du tout du compte administratif 2020. Pour l'instant, nous n'avons pas les chiffres exacts encore des compensations et on vous les donnera en temps voulu. Oui, j'entends, mais un débat, c'est bien fait pour débattre, c'est bien fait pour on nous éclaire. Oui, sur l'avenir. Oui, sur l'avenir. Et l'orientation, c'est l'avenir que vous allez donc l'impulsion que vous allez donner. Et même, je comprends bien que vous n'avez pas les chiffres, mais aujourd'hui, on ne sait même pas quel va être le report à nouveau, parce qu'il y a toujours eu un report chaque année. On n'a même pas un chiffre, on ne peut même pas. Aujourd'hui, ce que je mets en avant, Madame de Gaetano, c'est qu'on ne peut pas, vous. Et nous, moi, je vois pas voter débattre d'un budget, d'une orientation, parce qu'on ne sait même pas ce qui va arriver à la fin, on n'a même pas le report à nouveau. Non, effectivement, on peut pas l'avoir, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et je vois pas comment je peux mieux vous l'expliquer. C'est que pour l'instant, les comptes ne sont pas validés, et quand on les aura validés par le Trésor public, effectivement, on les communiquera, et ça fera l'objet du Conseil municipal du 31 mars, au cours duquel on validera le compte de 2020. Y a-t-il d'autres interventions sur ce débat d'orientation? Oui, Monsieur Dachon. Vous m'entendez? Tout le monde m'entend bien. C'est vrai que je ne parle pas assez fort. Merci beaucoup. Donc, Madame la maire, chers collègues, mesdames et messieurs, comme cela est rappelé dans le document remis au Conseil, le débat d'orientation budgétaire est un moment important dans la vie d'une commune. Outre les rappels sur la conjoncture économique mondiale et française, il doit donner un état de la situation financière de la commune, une prévision du budget de l'année et un état prévisionnel des investissements pour les années à venir. On est obligé de constater que malheureusement, selon une tradition bien trouvillaise, les documents présentés sont avares d'informations par rapport à ce qui est demandé par les textes réglementaires et quand on les compare à ce qui est fourni dans la plupart des communes. La situation financière de Trouville est maintenant bien connue. Elle est, comme les chiffres en attestent, très mauvaise. Elle résulte d'un mauvais héritage, la ville vivant au-dessus de ses moyens depuis au moins 2014, ce qui a été soigneusement caché aux élus d'alors qui ont voté les budgets sans savoir. À ce sujet, comme je l'ai indiqué lors de la commission des finances et du foncier, on en a parlé tout de suite, le tableau sur l'épargne faite par la commune est faux, et donc induit en erreur les élus et les Trouvillais. Mais ne revenons pas là-dessus, on en a suffisamment parlé, et plus personne ne conteste que la municipalité dépense plus qu'elle ne gagne. Cette mauvaise situation résulte aussi, bien sûr, d'une crise sanitaire aux conséquences financières lourdes, avec une baisse des recettes importante. En conséquence, il est présenté une esquisse de budget pour cette année qui, à ce stade, est déficitaire, ce qui est interdit par la loi, mais ça, je pense que tout le monde le sait. Les recettes de fonctionnement ne couvront pas les dépenses de fonctionnement.
Il est indiqué dans les documents présentés que l'objectif de la municipalité est d'engager des efforts pour diminuer ses dépenses courantes. On ne peut que se féliciter de cette prise de conscience. Mais il va quand même falloir attendre le projet de budget de l'année, comme vous venez d'en parler, pour avoir une idée de la façon dont il va être équilibré. Enfin, en ce qui concerne les investissements, les orientations budgétaires leur sont totalement indigentes et inquiétantes. Elles se résument en une liste de travaux accompagnée d'une constatation désarmante que je lis. En l'état actuel, les recettes ne permettent pas de couvrir les dépenses d'investissement. Point final. Enfin, la programmation pluriannuelle se résume elle aussi à une liste sans aucun chiffre. Pourtant, il y a eu des études, des chiffrages, des montants nécessaires pour de nombreux travaux dont on parle depuis plusieurs années, piscines, musée Montebello, églises, etc. Un exemple, la mairie nécessite des travaux importants de réhabilitation. Le Conseil a décidé à l'unanimité de lancer le projet. Le montant estimé il y a quelques années était de l'ordre de 2 millions d'euros. On peut penser qu'il sera plus près de 3 millions, mais cela ne figure nulle part dans les prévisions de dépenses d'investissement. Donc on aurait pu penser que dans un souci de transparence, il y a un tableau avec tous les investissements obligatoires et prévisibles pour les 5 ans à venir, même si à ce stade, il est difficile de dire comment ce sera financé. En fait, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Pour conclure, Madame la maire, il y a une question que tout le monde a sur les lèvres. À part votre projet d'équipement éducatif, qui, entre autres questions, pose celle de son opportunité au moment où le virus et ses variants poussent au contraire à avoir de petits établissements pour diminuer les risques de contamination, Madame la maire, comment voyez-vous le futur de Trouville? La réfection du couvent des Augustines à Deauville ne s'est pas faite en 1 ou 2 années. Il y a une réflexion qui a commencé il y a longtemps. L'aménagement de la presqu'île de Latouque a nécessité une certaine vision à long terme. Vous, comment voyez-vous l'avenir de Trouville-sur-Mer? Merci beaucoup. Alors, Monsieur Dachon, avant toute chose, je voudrais que tout le monde entende bien qu'il n'y a aucun document qui serait faux. C'est certainement votre interprétation de ces documents qui est fallacieuse. Je vous rappelle que ces documents sont des documents qui sont approuvés tous les ans par la trésorière, qui nous aide en plus à les concevoir, qui sont ensuite validés en conseil municipal. À ce titre d'ailleurs, je vous rappelle qu'en septembre 2020, vous avez voté tous les comptes de l'année 2019 sans aucun problème. Ça a été voté à l'unanimité. Et enfin, je vous rappelle que toutes les délibérations du conseil municipal sont ensuite soumises au contrôle de légalité et donc validées par le préfet. Donc je vous interdis de parler de documents fallacieux. Ça, c'était ma première réponse. Sur le reste, effectivement, vous nous avez interpellé lors de la commission des finances, et à ce titre, Madame Freinet disait tout à l'heure qu'elle n'y était pas, mais bon, vous aviez des représentants en la personne de Monsieur Thomasson et de Monsieur Dachon. On vous a effectivement expliqué que chacun avait sa présentation des comptes. Chaque mairie pouvait décider de présenter alors soit son débat d'orientation budgétaire, soit son compte administratif de telle ou telle façon. Encore une fois, ces chiffres sont validés. J'insiste là-dessus, peut-être un peu lourdement, mais je trouve que c'est vraiment important. Et je ne veux pas que les Trouvillais pensent qu'à aucun moment on leur ment sur quoi que ce soit. Enfin, je vous rappelle que l'objet de ce jour, c'est un débat d'orientation budgétaire. On ne valide rien, donc on ne parle pas de compte administratif 2020, donc on ne parle pas de chiffres. Là, encore une fois, vous avancez des données, voilà, dont c'est pas l'objet aujourd'hui. Là, on parle d'un débat d'orientation budgétaire. Et enfin, pour finir, puisque vous nous interpellez sur nos projets, comme vous avez pu le constater et eu égard aux finances de la ville pour l'année 2021, nous sommes cette année vraiment tournés vers les études. C'est-à-dire que nous allons faire des études sur le bâtiment. On s'y est engagé à rénover notre patrimoine, pardon. Et donc ça demande des études. Donc nous en avions déjà, mais nous allons les mettre à jour. Et c'est donc en 2022 que nous allons commencer les plans pluriannuels de rénovation, notamment, puisque c'est cela que vous évoquez, des bâtiments et surtout de nos églises. Y a-t-il d'autres observations sur ce débat d'orientation budgétaire? Oui, Monsieur Thomasson. Merci Madame le maire, chers collègues. En complément de l'intervention de Jean-Eudes et de vos réponses, Madame le maire, nous vous alertions en juillet 2020, lors du conseil municipal,
sur l'investissement qui était le parent pauvre de notre budget. Et nous avions déjà constaté une baisse de cette section de l'ordre de 25% 2020 par rapport à 2019. Alors aujourd'hui, c'est vrai que malgré vos, pardonnez-moi, dénégations, et qui ont été reprises par la presse, la situation empire encore. Alors c'est vrai qu'il y a une crise sanitaire, donc une crise économique et financière. Chacun l'a subie à sa mesure, et croyez que nous en sommes parfaitement conscients. Mais surtout, ce qui nous manque, et je ne veux pas répéter ce que disait Jean-Eudes, nous n'avons aucune approche financière sur nos choix, sur nos capacités d'investissement sur les 5 ans qui viennent. Aucune projection pour le futur, ce qui nous semble indispensable. Alors, les réponses que vous voudrez bien faire à nos questions nous éclaireront peut-être. Et je reprends votre document, je suis page 16. Vous nous dites « mise en accessibilité des bâtiments communaux ». J'ai envie de vous demander lesquels. Je vous demande si vous finirez la mise en accessibilité de l'école René Coty, qui pour le coup a fait l'objet d'une étude et elle est chiffrée. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de réétudier, de rechiffrer avec les services techniques parfaitement compétents, j'en témoigne. Vous dites réhabilitation du site de l'école René Coty. Ce qui peut nous inquiéter pour certains d'entre nous, c'est que vous parliez de site, c'est-à-dire l'ensemble des terrains. Que voulez-vous faire exactement de ce site, voire de l'école? Enfin, vous dites un développement de jeux et de sports au centre nautique. Alors ça nous intéresse tous, tous, parce que nous avons tous nos enfants ou nos petits-enfants qui passent par le CNTH. Quels sont les grands axes de développement pour ce centre nautique? Merci, Madame le maire. Alors déjà, je vais vous répondre sur le premier point. Donc si on lance effectivement des études sur cette année 2021, c'est pour nous permettre après d'établir un choix et des plans pluriannuels d'investissement. À ce titre, nous avons eu énormément de rendez-vous, que ce soit avec la préfecture, avec le département, la région, etc., pour obtenir des financements autres que l'emprunt, parce qu'évidemment, le but, c'est pas de recourir à l'emprunt à tout prix. Donc tout cela, ça va nous aider évidemment à établir nos plans pluriannuels d'investissement. S'agissant de Coty et du site de Coty, à chaque conseil municipal, on va réexpliquer ce que l'on souhaite faire à René Coty. Donc René Coty est donc divisé, comme vous le savez, en plusieurs parcelles. Sur la parcelle du bas, où il y a un terrain de basket, nous souhaitons réhabiliter ce terrain et faire à côté un verger municipal. Et sur le bâtiment lui-même de l'école René Coty, nous voulons faire l'école des arts, avec la salle polyvalente pour pouvoir faire les spectacles de cette école. Je pense qu'à force, je connais la phrase par cœur, puisque je la répète systématiquement à tous les conseils municipaux. S'agissant du CNTH, nous avons tous en tête que le CNTH n'est plus du tout aux normes, notamment en termes d'accessibilité. Pour le coup, c'est un des bâtiments qui est le moins aux normes. Et le but, mais pour l'instant, on ne sait pas encore, on n'a malheureusement pas eu le temps de se pencher sur le sujet, c'est effectivement de voir ce qu'on peut faire de cette parcelle, en gardant évidemment le centre nautique et en voyant ce qu'on peut faire autour, au-dessus, en dessous, je ne sais pas. C'est un grand débat, mais nous allons justement lancer les études sur le sujet. Oui, Madame Freinet. Une dernière chose. Lorsque donc Madame Batty a lu à la page 19 donc, de la présentation, en l'état actuel, je voudrais bien que les Trouvillais l'entendent, ces recettes ne permettent pas de couvrir les dépenses d'investissement à hauteur d'eux. Et là, donc, vous mettez étape par étape ce qu'il y a à faire. Moi, je comprends les études, Madame de Gaïden. Je sais qu'il y a des études à avoir pour pouvoir engager des projets d'avenir. Ça, je ne vous le reproche pas, même s'il y a quand même déjà des études dans les tiroirs de la mairie. Oui, mais elles sont trop vieilles, justement. On n'a pas pu s'en prévaloir là pour obtenir, pour l'instant, les aides de l'État. Alors, les églises, je pense qu'elles ne sont pas si vieilles, puisqu'on les a eues récemment. Ça va pas. Bon. Il faut qu'on les complète. Moi, je me mets à la place de nos administrés et je parle du concret. Je prends juste le projet à engager, propreté, développement durable, travaux de voirie, 400 000 €. Alors, le courant, c'est quoi? C'est les trottoirs, les routes,
l'éclairage public, le mobilier urbain. Il y a un banc, les bancs menteux, il y en a un qui s'effondre tous les je sais pas combien, 400 000 euros. Vous le savez très bien, ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Moi, et déjà, vous mettez projet à engager, alors que la phrase au-dessus permet qu'on dit que ces recettes ne permettent pas de couvrir ces dépenses. Donc, d'où la nécessité d'aller chercher de l'argent ailleurs. Et c'est ce qu'on fait au quotidien quasiment en ce moment, oui. Je n'en doute pas que vous cherchiez des subventions, on va les appeler comme ça, mais ça ne pourra pas tout payer. Non, mais et vous le savez là-dessus. Et je trouve qu'aujourd'hui, je comprends les études, je comprends tout ça, mais pour moi, il nous manque le concret, le tout de suite. Même si il y a eu 2019 où il y a eu des investissements, mais pas non plus énormes. 2020, période sanitaire difficile, élections municipales, très peu d'investissements. Et 2021, ça va être la même chose. Et 2021, donc je pense que malheureusement, tout s'abîme. Alors, je vous parle pas des bâtiments publics, là. Je parle de ce qui se voit, c'est-à-dire tout de suite la voirie, les trottoirs, le mobilier urbain. Et moi, je suis très inquiète de ce qu'il y a aujourd'hui dans le concret, et pas sur les études et les grands projets que vous voulez mettre en place. Mais malheureusement, pour l'instant, et pour revenir à l'actualité, puisque je pense qu'on vit tous dans le même monde, la crise actuelle ne donne aucune perspective sur ni quand, ni quoi, ni comment. Et donc, on est obligé pour l'instant de faire un budget au plus restreint. Mais bien entendu que si la situation, et on peut toujours imaginer, et je l'espère très très fortement, va s'arranger, que notamment le casino pourra rouvrir et que notamment les pertes qu'on chiffre, qui sont quand même énormes, seront moindres, évidemment, on aura de l'argent pour dépenser dans des choses plus concrètes, comme vous les appelez, et en ce qui concerne la voirie, puisque ça fait partie aussi de nos engagements de campagne. Dernière chose, après j'en ai terminé. Dans la présentation, il y a tout ce qui se passe avec la crise et les baisses de recettes, mais est-ce que là, actuellement, vous êtes en mesure quand même de chiffrer les économies, parce qu'il y a eu aussi toute la culture qui est impactée, qui est à terre aujourd'hui. Le festival, toutes les manifestations n'ont pas eu lieu cette année. Et est-ce que il y a eu quand même des économies qui ont été faites en plus? Il y a eu des subventions qui ont été données, mais il y a eu des économies. Est-ce que vous avez pu les chiffrer? Alors malheureusement, les économies ont effectivement existé, comme vous le dites, notamment des fermetures de nos établissements, des manifestations qui n'ont pas eu lieu, etc. Malheureusement, ces économies ont été largement compensées par toutes les aides qu'on a octroyées, c'est-à-dire les aides sociales, comme on a parlé tout à l'heure, et qu'on avait décidé dans l'ancienne majorité d'aider le CCAS. Toutes les aides à l'économie locale ont largement, et puis les dépenses complémentaires qu'on a dû engager, notamment par rapport à la crise sanitaire, l'achat du matériel, enfin bref, tout ce que tout le monde a dépensé en plus. Donc en fait, nos économies, elles ont été largement compensées par les dépenses complémentaires. Vous avez fait des économies, vous avez eu des dépenses, mais il y a eu quand même tout ce qui concerne la clause de compensation de l'État. Je sais que quand je vous avais posé la question en commission des finances, mais pas la dernière, bien avant, vous m'aviez bien expliqué que tout ce qui était achat, tout ça, vous aviez quand même eu des compensations de l'État. Concernant tout ce qui est achat, c'est uniquement pour les masques et pour le gel. Et de mémoire, il me semble que la subvention qu'on a eue, elle représentait même pas 20 000 euros. Alors sur la compensation qu'on a déjà reçue, c'est environ 176 000 euros. Et là, l'État est en train de calculer le solde, mais le solde sera quasiment équivalent, soit au total un petit peu plus de 300 000 euros sur tout ce que nous avons perdu l'année dernière et qui s'élève quasiment à 1,8 million. Donc nous allons avoir environ, mais on vous donnera les chiffres précis évidemment lors du budget définitif. Nous avons à peu près 300 000 euros de compensation de l'État sur des pertes globales. Alors quand je dis pertes, c'est tout confondu, d'environ 1,8 million. Ce qui grève forcément énormément le budget. Oui, Monsieur Thomasson. Oui, je reprends la parole. Au chapitre études et réflexions, puisqu'il est beaucoup question d'études, voire de réflexions, j'ai vu que vous étudiez diverses cessions immobilières, et je vous comprends, il faut faire de l'exceptionnel, c'est une tradition trouvillaise. Mais quel bâtiment visez-vous dans ces cessions? Parce que certes, il y a le bâtiment de l'ex-police municipale, sur lequel les uns les autres, on connaît bien le dossier, enfin ceux qui faisaient partie, comme vous, de l'ancienne majorité, on n'y arrive pas.
Peut-être le prix n'est-il pas adapté, mais bon, on n'y arrive pas depuis des années. Mais à part ce bâtiment de la police municipale, ça va pas suffire, ça va faire 400, 500 000 euros. Vous visez quoi dans votre réflexion ? Alors, comme vous le dites très justement, c'est à l'état de réflexion. Donc, à ce jour, on n'en a même pas parlé entre nous. On étudie, vous savez qu'on a pas mal de petites maisons à droite, à gauche, qui sont pas forcément utilisées et qui engendrent énormément de travaux de rénovation. Donc voilà, mais sinon... ou alors peut-être l'hôtel de ville, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je plaisante. Donc, non, à ce jour, aucune réflexion encore sérieuse sur tous les bâtiments éventuellement... potentiellement cessible, à part effectivement l'hôtel de police qui va être à nouveau à vendre dans pas longtemps. Oui, pour reprendre votre plaisanterie, bien évidemment, nous ne parlons pas de l'hôtel de ville qui mériterait quelques travaux depuis si longtemps. Non, mais les petites maisons, style les Aubais ou autres, plus la police municipale, ça va pas suffire. Vous serez très loin de ce qui avait été rentré par le passé en tant qu'exceptionnel, encore une fois. Oui, certes, mais on en est conscient, d'où la nécessité d'aller chercher des subventions. Et je vous dis encore une fois que nous, enfin que ce soit les élus ou les services, on est quasiment tous les jours en train de regarder, notamment sur les églises. Dominique Vignesoult fait un travail remarquable pour essayer de trouver des financements un peu partout. Et voilà, et c'est notre objectif. C'est effectivement, on sait très bien que le patrimoine trouvillais, et de toute façon, il n'est pas question de vendre tous nos bâtiments principaux. Donc, quand on parle de cession, encore une fois, c'est uniquement, voilà, comme je vous le disais, les petites maisons à droite à gauche que nous possédons et qui engendrent des travaux qui nous coûtent et qui, pour la ville, ne sont pas forcément très bénéfiques. Oui, je vous suis, c'est ce qu'on appelle une politique d'arbitrage. Effectivement, regardez ce que vaut le bâtiment, je dirais en valeur vénale, comparé aux travaux qu'il y a à faire pour le garder ou le vendre. Je suis d'accord avec vous, c'est ce qu'il faut faire sur toutes ce que vous qualifiez ces petites maisons. Juste pour revenir sur vos petites maisons, j'espère vraiment du fond du cœur que ces petites maisons reviendront à des Trouvillais, des primo-accédants. Alors, figurez-vous, puisqu'on parle des petites maisons, je vais vous parler justement d'un rendez-vous très intéressant que nous avons eu avec Solia. En fait, Solia réhabilite des logements. Et donc, on est en train de régler avec eux la mise donc en location pendant. Alors, c'est très long, hein, c'est sur des baux de 25 à 35 ans, notamment des petites maisons des Aubais, ce qui nous permet de ne pas nous dessaisir en fait de ces maisons. Eux procèdent à tous les travaux de réhabilitation et s'engagent effectivement après à loger des familles trouvillaises en fait avec dans le cadre en fait de logements sociaux avec des loyers très très bas, enfin correspondant à des salaires à des salaires de gens qui gagnent pas énormément d'argent. Donc effectivement, on a 2 projets comme ça aux Aubais, ce qui nous permettra de ne pas vendre, de conserver, mais de ne pas avoir à payer les travaux de réhabilitation. Donc ça, c'est, je pense, un très bon mode. J'étais pas partie plutôt sur plutôt ce montage-là, mais plutôt sur le montage de ces familles qui ont très peu de revenus et qui peuvent, à la fin, en ayant payé un loyer pendant X années, acheter, être propriétaire. Ah oui, d'accord, pardon. Ok. Donc ça, c'est la location-accession. Il y aura normalement des baux comme ça dans ce qu'on vous présentera sur la nouvelle zone des Brusettes à l'occasion d'une prochaine réunion. Donc, y a-t-il d'autres observations, d'autres questions sur le débat d'orientation budgétaire ? Non, il n'y a rien de... Donc, je prends acte, en fait, de la tenue de ce débat, puisque, comme vous le savez, il n'y a pas de vote. Ah si, il faut voter, pardon. Donc, qui est contre ce débat d'orientation budgétaire ? Est-ce que je peux poser une question ? Oui, je vous en prie, monsieur Dachau. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on prend acte. Est-ce que c'est un vote qui nous permet de prendre acte, c'est ça ? Et voilà, en fait, on vote juste qu'il y a bien eu un débat d'orientation budgétaire. On ne vote pas sur le fond du débat d'orientation budgétaire, mais juste sur la procédure. Donc on vote sur la forme. Sur la forme, sur le fait qu'on est bien d'accord qu'il y a eu un débat d'orientation budgétaire. Oui. Donc on recommence. Qui est pour ?
Pardon, qui est contre? Qui s'abstient? Donc je vous remercie. Donc on prend acte que ce débat a bien eu lieu. Alors la délibération suivante concerne en fait l'autorisation qui est donnée de poursuite en fait pour le recouvrement des produits locaux. En fait, il y a un article du Code général des collectivités territoriales qui donne la possibilité en fait à l'ordonnateur d'autoriser l'exécution forcée des titres de recettes selon les modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Donc cette autorisation en fait peut être temporaire, mais elle peut être également donnée pendant toute la durée du mandat. Et le but, évidemment, c'est de rendre beaucoup plus efficiente l'action du comptable public en réduisant de manière significative la chaîne de recouvrement contentieux. Donc le but étant de pouvoir recouvrir toutes les petites dettes, notamment de cantine, enfin tout ce qui n'est pas payé et que on a du mal à récupérer. Il est donc proposé, en fait, dans cette délibération, de donner une autorisation générale et permanente de poursuite au comptable public de la collectivité, donc pour l'émission des actes de poursuite, et cela sur toute la mandature 2020-2026. Donc le conseil municipal décide d'octroyer une autorisation générale et permanente de poursuite au comptable public de la collectivité pour l'émission des actes de poursuite au-delà de la mise en demeure et de tous les actes de poursuite qui en découlent, quelle que soit la nature de la créance. Donc de fixer la durée de cette autorisation, comme je vous le disais, jusqu'à la fin de la mandature 2020-2026 et donc de m'autoriser à signer tout acte relatif à cette affaire. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Oui, Madame Freinet. Il n'y a pas de seuil en fin de compte. Vous faites Non. pour tout. Oui. Même s'il y a 1 euro, vous engagez quand même la poursuite. Enfin, on Non, mais- fait surtout pour les grosses dépenses. Le but, c'est d'aller vraiment beaucoup plus vite parce que là, on tarde trop dans les recouvrements de créances. Bon, alors, Monsieur Gonsalves m'informe qu'on ne fait pas de titre au-dessous de 15 euros. Donc voilà, il y a quand même un seuil minimum que j'ignorais. 15 euros, sincèrement 15 euros, puisque le DGS répond, donc c'est parfait, merci. Non, le DGS m'a donné l'information, Oui, Madame pardon, Freinet, c'est il vous a différent. donné l'information, donc c'est vous qui me répondez. 15 euros, quel est l'intérêt de faire une poursuite pour 15 euros? Non, mais comme je vous le dis, il y a des créances qui sont bien plus élevées, qui atteignent des centaines, voire parfois des milliers d'euros. Le but, c'est quand même que la ville ne s'assoie pas, entre guillemets, sur ces créances. Surtout que, en discutant avec Madame Nativelle, il s'avère que ce sont toujours les mêmes personnes, des personnes très connues des services sociaux et ensuite des services fiscaux. Et donc voilà, donc le but c'est quand même que Madame Nativelle puisse poursuivre tous ces gens-là, y compris pour des sommes, mais effectivement on sait tous que pour des sommes modiques ça vaut peut-être parfois pas le coup, sauf que quand ce sont des habitués, moi je pense que c'est utile. Qu'aujourd'hui, vous avez, puisque on vote cette délibération-là, est-ce que vous avez pas des exemples, mais est-ce que vous savez à peu près, les gens disent que c'est la même chose, c'est les mêmes personnes, c'est toujours c'est la fiscalité, je sais qu'on n'a pas le droit de donner de nom, tout ça c'est interdit, mais est-ce que vous savez si c'est les impôts, si c'est la cantine scolaire, si c'est ce que c'est exactement, ce que c'est, en fin de compte, la nature du recouvrement? Est-ce qu'on a une idée de savoir? Alors en fait, régulièrement, dans les conseils municipaux et dans les commissions de finances, on vous donne l'état en fait des créances à recouvrer. Donc ça, vous avez les détails. Et aujourd'hui, il faut savoir quand même que ça s'élève quasiment à 1 million d'euros pour la ville. Donc on ne parle pas de petites sommes. C'est très élevé. J'ai pas du tout dit que j'étais contre, Madame de Guillatou. Je demande simplement à peu près 1 million, donc c'est énorme. Oui, C'est énorme. Énorme. Je suis d'accord avec vous, mais je voudrais savoir si ça correspond vraiment à des sommes particulières comme les impôts, comme la cantine, ce que les gens ne payent pas en fin de compte. C'est tout ce que les gens ne payent pas, donc ça peut concerner toutes sortes de choses, effectivement. Et ça concerne également les baux, les loyers pour les gens qui sont locataires de la ville. Ça concerne plein de choses. Toutes les choses, en fait, toutes les créances susceptibles d'être créées en rapport avec la ville. Pardonnez-moi donc une dernière chose. Dans le cadre des impayés de loyer, si j'ai bien compris, il y a des impayés. Avec cette crise sanitaire, je pense que c'est peut-être normal. Cette dette d'1 million, elle n'est pas nouvelle. Non. J'imagine qu'elle est assez ça, ancienne. c'est le passé, On la traîne depuis un certain temps. Est-ce qu'aujourd'hui, vous souhaitez quand même engager des poursuites par le comptable public sur cette année à crise sanitaire ou économique?
Alors, comme vous le savez certainement, puisque vous êtes également juriste, il y a eu des délais justement de protection des locataires. Donc, évidemment que ces délais-là, la ville les a appliqués puisque c'est la loi. Que là, les locataires sont protégés jusqu'au 31 mai et non pas 15 mars comme d'habitude. Et que par ailleurs, évidemment que non. Enfin là, vous pouvez interroger Martine Guillon, puisque souvent c'est le CCAS qui gère les baux d'habitation. Évidemment que non, on n'expulse pas les gens. Il y a énormément de gens pour lesquels on essaye tous les moyens avant de procéder à l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion de la personne. Mais je passe la parole à Martine Guillon sur le sujet. Non seulement on n'expulse pas, mais on aide aussi les gens. Il y a beaucoup d'aide au loyer. D'aide au loyer, d'aide à des factures d'eau, des factures EDF. Il y a beaucoup d'aide. Catherine Vattier. Oui, en complément de tout ça, on a vu avec la trésorerie pour accepter un échéancier, ses besoins et... Donc, y a-t-il d'autres questions ou d'autres observations sur cette délibération? Donc, nous allons procéder au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, je vous remercie. La délibération est adoptée à l'unanimité. La délibération suivante concerne en fait la délibération classique sur la modification du tableau des effectifs. Donc, je vais passer la parole à Delphine Pandot. Alors, il est rappelé que par délibération en date du 3 décembre 2020, le Conseil municipal a approuvé déjà le tableau des effectifs et des emplois permanents des agents de la collectivité au 1er janvier 2021. Il est exposé les modifications proposées. Donc, la création d'un poste d'attaché territorial dans le cadre du recrutement d'un directeur financier et commande publique. Il y a aussi la modification du grade de 2 agents de la filière administrative qui souhaitent pouvoir intégrer la filière technique. Il convient donc de créer les grades en conséquence, à savoir un grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et un grade d'adjoint technique territorial. Suite à la réussite à l'examen professionnel d'adjoint technique territorial principal de 2e classe de 3 adjoints techniques territoriaux, il est proposé de les nommer sur leur nouveau grade. Et nous avons ensuite la nomination d'un agent de maîtrise sur le grade d'agent de maîtrise principal par voie d'avancement de grade en tenant compte des lignes directrices de gestion. Donc ces différentes situations ont toutes été évoquées lors de la commission du personnel en date du 18 décembre 2020. Donc le tableau des effectifs porte le nombre total à 182 postes budgétaires permanents. Et le conseil municipal décide de créer, à compter du 1er mars 2021, un poste d'attaché territorial à temps complet, 4 postes d'adjoint technique territorial principal de 2e classe à temps complet, un poste d'adjoint technique territorial à temps complet, un poste d'agent de maîtrise principal à temps complet, et de supprimer un poste d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe à temps complet, un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet, 3 postes d'adjoint technique territorial à temps complet, un poste d'agent de maîtrise à temps complet. Le conseil municipal approuve également le tableau des effectifs de la collectivité arrêté comme suit au 1er mars 2021, comme je viens de vous l'indiquer, donc qui porte le nombre de 182 postes budgétaires permanents. Le conseil municipal précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et aux grades ainsi créés sont inscrits au budget de l'exercice en cours. Autorise également le maire ou un adjoint le représentant à effectuer toutes les démarches et formalités et à signer tout acte ou pièce afférent à l'exécution de cette décision. Et Madame le maire vous informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État. Merci beaucoup. Donc, y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, donc nous pouvons procéder au vote. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, je vous remercie. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. La délibération suivante concerne également les ressources humaines de la mairie et concerne l'autorisation en fait, de recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents. Je vais passer à nouveau la parole à Delphine Pandot.
Oui, alors il est exposé que, comme vous le savez, Madame le maire a mis en place un centre aéré à la journée, que ce centre aéré va être mis en place au sein de la Maison des Jeunes de Trouville-sur-Mer, donc pendant les petites vacances scolaires. Pour permettre la restauration du midi, la ville mettra à la disposition de la Maison des Jeunes la cantine de l'école de la Mare. 2 agents de restauration de la ville devront être présents au sein de la cantine, dont un agent titulaire. Il convient donc de recourir à un agent de restauration contractuelle à hauteur de 25 heures par semaine, recruté donc en contrat à durée déterminée donc de 2 semaines pour les périodes suivantes, les vacances de février à compter du 22 février au 5 mars 2021, puis pour les vacances de Pâques du 26 avril au 7 mai 2021. Il est indiqué par ailleurs qu'il convient également de renforcer temporairement le service voirie-propreté par le recrutement pour 1 an d'un agent polyvalent adjoint technique territorial, donc du 1er mars 2021 au 28 février 2022. Donc il est proposé de recourir à des agents contractuels dans ce cadre. Donc la délibération, le conseil municipal autorise la création à compter du 22 février 2021 d'un emploi non permanent dans le grade d'adjoint technique territorial catégorie C au premier échelon de l'échelle C1 à temps non complet à 25 heures par semaine, donc 25/35e, rémunéré en référence à l'indice brut 354, indice majoré 330. Décide que cet emploi sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée de 2 semaines, dans un premier temps donc du 22 février 2021 au 5 mars 2021, puis du 26 avril 2021 au 7 mai 2021. Le conseil municipal autorise la création à compter du 1er mars 2021 d'un emploi non permanent dans le grade d'adjoint technique territorial catégorie C au premier échelon de l'échelle C1 à temps complet, rémunéré en référence à l'indice brut 354, indice majoré 330. Le conseil municipal décide également que cet emploi sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée d'1 an, du 1er mars 2021 au 28 février 2022, approuve les conditions de ces recrutements, précise que les crédits nécessaires à cette rémunération et aux charges sociales sont inscrits au budget de l'exercice en cours et sont inscrits au budget de l'année 2022, seront, autorise le maire ou un adjoint le représentant à effectuer toutes les démarches et formalités et à signer tout acte ou pièce afférent à l'exécution de cette décision. Et comme précédemment, on vous informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois, à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État. Je vous remercie. On est tout particulièrement heureux en fait de pouvoir ouvrir notre centre aéré dès ces vacances de février, parce que comme vous avez dû l'apprendre, bien évidemment, nous avons été dans l'obligation d'annuler le séjour de ski, puisque aucune remontée mécanique n'était ouverte, donc c'était pas possible d'emmener les enfants là-bas. Et du coup, on est heureux de pouvoir offrir en fait aux gens qui pensaient pouvoir envoyer leurs enfants dans ce séjour de ski la possibilité donc d'être au centre aéré à la Maison des Jeunes. Donc, y a-t-il des questions sur cette délibération ? Non, donc nous allons procéder au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc je vous remercie. Cette délibération est également votée à l'unanimité. La délibération suivante concerne donc l'aménagement du territoire, l'urbanisme et le foncier. Il s'agit en fait d'une autorisation de cession d'un chemin rural, alors qui s'appelle numéro 9 du parquet. En fait, la cession de ce chemin permettra en fait la réalisation d'une opération de construction de la SARL Malo Immobilier. C'est un chemin qui est route d'Aguesseau et qui, depuis plusieurs années, n'est plus du tout entretenu ni affecté à l'usage du public. Il est envisagé donc de céder l'emprise du chemin à la société Malo Immobilier pour un montant de 6 086 € net vendeur. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions sur cette cession ? Non, donc nous allons procéder au vote. Oui, d'accord, Madame Freinet ne prend pas part au vote. Donc y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc je vous remercie, cette délibération est adoptée. La délibération suivante concerne également un sujet de foncier. Il s'agit là en fait de l'allée du Québec qui est située à Henqueville sur la zone d'emploi. En fait, l'allée du Québec qui est une impasse d'une superficie de 459 mètres carrés qui dessert
au sein donc de la zone d'emploi, comme je le disais, 2 parcelles qui appartiennent à la SCI Britnay-Setter, donc qui est représentée par Monsieur Sébastien Setter. En fait, en 2018, cette SCI nous avait déjà indiqué qu'il souhaitait en fait acquérir juste la raquette en fait de retournement de cette parcelle. Et donc, à cet effet, à l'époque, la commune avait conduit une enquête publique comme la règle l'impose au mois de mai 2018. Mais depuis, en fait, il y a une évolution de la situation puisque la SCI Britnay-Setter a également acquis l'autre parcelle. C'est-à-dire qu'en fait, cette allée du Québec dessert finalement que les parcelles appartenant à la même SCI Britnay-Setter et plus aucune autre parcelle. Du coup, le déclassement en fait total de l'allée du Québec ne porte plus du tout atteinte à sa fonction de desserte et dès lors, elle peut s'opérer en fait sans enquête publique. Donc aujourd'hui, on vous demande d'accepter en fait de constater la désaffectation de l'allée du Québec, du coup d'abroger une délibération qui avait été passée au 27 février 2020 qui avait été faite en fait dans un contexte différent. De décider le déclassement du domaine public donc de l'allée du Québec et d'approuver la cession à la SCI Setter Britnay, cette fois-ci pour un montant de 11 475 € net vendeur, sous réserve évidemment des dépenses obligatoires et frais notariés. Donc y a-t-il des questions sur ce sujet? Non, donc nous allons procéder au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc Madame Freinet ne prend pas part au vote et le reste est adopté à l'unanimité. La délibération suivante concerne en fait le bilan, on en parlait tout à l'heure, des acquisitions et des cessions. Donc cette fois qui ont eu lieu en 2020 puisque nous devons donc vous présenter ce qui a été fait par la commune en 2020. Aucune acquisition n'a eu lieu. En revanche, nous avons plusieurs cessions. Donc la cession du 32 résidence des Aubais, donc cadastré AR 94 pour une contenance totale de 177 m² au prix de 80 000 € net vendeur au profit de Monsieur Romaric Petit. Donc cette cession a eu lieu le 17 septembre 2020. Une autre cession, 6 rue Guillaume Le Conquérant, donc cadastré AD 135 et AD 136 pour une contenance totale de 80 m² au prix de 203 000 € net vendeur, donc au profit de Mademoiselle Aurélie Bonnet, donc qui a eu lieu le 24 septembre 2020. Et le 52 résidence Les Aubais, cadastré AR 83 pour une contenance totale de 296 m² au prix de 145 000 € net vendeur au profit de Madame Justine Mérien et de Monsieur Antonin Bouvier. Donc là, c'est juste une prise d'acte en fait de ces cessions, il n'y a pas un vrai vote. Donc voilà, je pense que tout le monde prend acte de ces cessions. La délibération suivante concerne la modification en fait d'une instance communale, puisque comme vous le savez, lors de la délibération du 3 décembre 2020, nous avions créé 8 comités consultatifs constitués donc pour toute la durée du mandat. Donc lors de la création de ces comités consultatifs, il avait été rappelé que les membres de ces comités, et c'est ce que nous avions souhaité mettre en place, n'étaient pas des membres de la municipalité, mais qu'en revanche, sauf les présidents en fait qui géraient ces comités. En fait, en discutant avec plusieurs associations et notamment avec la présidente donc de ce comité consultatif animation, il nous est apparu que nous n'avions pas du tout intégré dans cette formation une personnalité en fait du chant lyrique. Et donc, on a souhaité introduire dans ce comité consultatif Monsieur Yves Capel. Nous avons donc offert à l'opposition la possibilité de mettre un membre supplémentaire pour respecter la proportionnalité. Mais sauf erreur de ma part, je n'ai pas eu de nom de votre part, Madame Freinet. C'est vrai, puisque je l'ai eu que tout à l'heure. Pourtant, je vous l'ai envoyé il y a plus d'une semaine. Non, j'ai eu la réponse de la personne, pardon, parce que okay. Tout le monde est un peu en ce moment sous l'eau par rapport à la crise. Alors, j'ai un nom à vous proposer.
c'est Monsieur Bruno Schwab, CHWAB. Donc c'est bien noté. On vous demandera simplement de nous donner ces coordonnées afin de pouvoir l'intégrer dans le tableau. Donc je vous remercie. Alors vous avez dans la délibération le rappel de tous les membres des comités consultatifs. Je vous épargne la lecture. Et donc nous allons juste passer donc au vote. Donc le vote, c'est donc d'accepter les candidatures de Monsieur Yves Capel et de Monsieur Bruno Schwab au sein du comité animation affaires culturelles. Donc y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc la délibération est adoptée à l'unanimité. Le sujet suivant concerne un sujet donc intercommunal, puisque comme vous le savez certainement, depuis un certain nombre d'années, puisque ça fait plus de 15 ans, la communauté de communes Cœur-Côte-Florie avait fait construire en fait un paléospace à Villers-sur-Mer. Donc Paléospace qui était au départ géré par la communauté de communes elle-même et puis qui a été passé à la SPL Indoville lors de la création de cette SPL en janvier 2019. Et il s'est avéré que le nouveau maire de Villers-sur-Mer, donc Thierry Grand-Turcot, a émis l'idée et a émis le souhait surtout de reprendre la gestion en fait de ce paléospace par la ville de Villers-sur-Mer elle-même. Donc cette demande a obtenu l'accord du bureau communautaire le 2 décembre 2020, puisqu'il a été conclu en fait à l'intérêt en fait du transfert de la totalité des biens afférents et de la gestion donc dans le patrimoine communal de la ville de Villers-sur-Mer. Et pour ce faire, il faut donc modifier les statuts de la communauté de communes. Et c'est pourquoi chaque commune, membre de la communauté de communes, est appelée en fait à voter. Alors nous avons déjà voté en bureau communautaire cette délibération. Mais on doit ensuite, au sein de chaque commune, voter pour accepter en fait ce transfert. Donc c'est ce qui vous est demandé dans cette délibération. C'est d'approuver la modification des statuts de la communauté de communes Cœur-Côte-Florie, l'autorisant à retirer parmi ses compétences en matière d'équipement culturel celles relatives aux biens afférents et à la gestion du paléospace l'Odyssée de Villers-sur-Mer. Donc y a-t-il des questions sur le sujet ? Non, donc nous allons procéder au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. La délibération suivante concerne également un projet intercommunal, puisqu'en fait il s'agit d'un avenant en fait au contrat de territoire. Donc comme vous le savez, dans le cadre de la nouvelle politique contractuelle d'aide au territoire du Conseil départemental, les EPCI et les communes de plus de 2000 habitants sont éligibles au contrat de territoire. Donc le département élabore en fait un portrait du territoire partagé avec les collectivités maîtres d'ouvrage et ce portrait permet d'identifier les enjeux locaux en matière d'investissement au regard des 23 priorités départementales de financement déclinées dans le Calvados Territoire 2025. Donc, le contrat de territoire permet donc aux collectivités de bénéficier d'aides en investissement sur des projets à réaliser et correspondant aux enjeux, comme je viens de le dire, identifiés sur le territoire. Donc, sur la communauté Cœur-Côte-Florie, le département peut mobiliser une enveloppe complémentaire de 222 414 €, donc représentant 10% de l'enveloppe initiale. Donc pour subventionner, comme je le disais, des projets prioritaires répondant aux enjeux du portrait de territoire. Donc en fait, on vous demande aujourd'hui de m'autoriser ou un adjoint me représentant à signer l'avenant donc numéro 3 au contrat de territoire qui nous permettra d'obtenir des financements en investissement complémentaire. Donc y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. Et la délibération suivante concerne la mise en place d'un dispositif en fait de subventionnement à l'acquisition de vélos électriques ou de vélos cargo. Et je vais passer la parole à Delphine Pandeau.
Merci. Il est rappelé donc la volonté de la commune de s'engager pleinement dans le développement des modes de transport doux, et notamment l'utilisation des vélos. Comme vous le savez, plusieurs communes, Caen, Lisieux, Deauville, ont également mis en place une aide à l'acquisition de vélos électriques et de vélos cargo pour les particuliers. Ils ont d'ailleurs rencontré pas mal de succès. La ville de Trouville-sur-Mer reçoit donc de plus en plus de demandes dans ce sens et souhaite y répondre favorablement, ayant à cœur d'encourager les mobilités douces et les modes de déplacement alternatifs, étant précisé que le sport, c'est bon pour la santé. Il est ainsi proposé au conseil municipal donc d'adopter le principe d'un subventionnement pour l'acquisition de vélos électriques ou de vélos cargo sous certaines conditions. Pour être éligible à l'attribution de cette aide, l'acquisition du matériel doit être effectuée au cours de l'année 2021, donc du 1er janvier au 31 décembre, auprès d'un commerçant professionnel situé sur le territoire du Calvados. Le pourcentage alloué est de 30% maximum des sommes engagées, toutes taxes comprises, avec un plafond fixé à 300 € TTC pour les vélos à assistance électrique et 400 € TTC pour les vélos cargo. Donc dûment homologué. L'enveloppe budgétaire a été estimée à 15 000 € sur l'année 2021 et sera programmée sur le budget investissement qu'on a évoqué tout à l'heure. Il est précisé que les subventions ne sont pas cumulatives et attribuables dans la limite des inscriptions budgétaires annuelles. Les bénéficiaires s'engageront sur une durée de 5 ans à ne percevoir que 2 aides maximum par foyer fiscal pour 2 membres du foyer maximum pour ce type de vélo, après avoir dûment complété les pièces constitutives du dossier. Donc, il est donc demandé d'approuver le principe de subventionnement à l'acquisition de vélos électriques ou de vélos cargo pour les particuliers, de fixer celui-ci à 30% du montant d'achat, toutes taxes comprises, dans la limite de 300 € pour les vélos électriques et de 400 € pour les vélos cargo, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte ou pièce afférent à l'exécution de cette décision. Les crédits seront inscrits au budget primitif 2021. Donc voilà, dans le cadre de notre politique développement durable, il nous a paru utile de permettre à des Trouvillais d'acquérir justement les vélos électriques. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Madame Freinet. Je trouve que c'est une très bonne initiative et je l'avais dit donc à Madame Pondeau pendant cette commission. Mais vélo électrique parfait, aide par la municipalité parfaite, mais où roulent nos vélos à Trouville? Puisque je sais, vous allez me dire, je vous répète encore, Madame Freinet, qu'il est prévu de faire une piste cyclable le long de Kennedy pour relier donc la maison donc des jeunes. D'accord, un point, pas de problème. Mais en revanche, pour aller à Inqueville, vous pourriez m'expliquer par où tout le monde va passer? Parce que un vélo électrique, c'est aussi le but, c'est de pouvoir se déplacer dans Trouville. Donc je voudrais essayer juste de vous entendre. Alors, excusez-moi, il y a des projets de tracé actuellement en commission, dans la commission mobilité de la communauté de communes. Donc les choses sont à l'étude, ça va prendre un peu de temps. On essaye de trouver des voies qui permettront de rouler en toute sécurité et de rejoindre les points stratégiques. Et l'utilisation du vélo peut aussi permettre aux Trouvillais de dépasser les limites de la commune et d'aller éventuellement sur le lieu de travail si c'est en dehors de la commune. Il y a des pistes cyclables communautaires et vous avez aussi une grande piste cyclable à Maritime qui va être inaugurée cet été, qui pourra être utilisée par les heureux acquéreurs de vélos à assistance électrique. Je vous remercie, Madame Pondeau, mais c'est vrai que je suis peut-être un peu trop trouvillaise et je parle du bas jusqu'en haut, pour moi. C'est à l'étude dans le cadre de la communauté de communes. Autrement, vous pouvez prendre non pas les routes principales d'Aguesso, mais vous avez des routes qui sont beaucoup moins fréquentées et plus sécurisées. Comme, alors, pour pratiquer très souvent le chemin de Calenville, par exemple, à pied, en courant, je pense qu'effectivement, le chemin de Calenville, même s'il reste dangereux, parce que je conçois que les gens roulent très vite, puisque j'en suis moi-même victime quasiment tous les jours, je pense que le chemin de Calenville à vélo électrique, c'est quand même assez intéressant. Alors, je vous remercie de cette précision, mais je n'irai pas dans ce sens-là, puisque quand mes enfants, donc, s'ils achetaient un vélo électrique pour aller au collège ou au lycée, j'aurais peur parce que le chemin de Calenville, il roule trop vite. Donc, y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques sur cette délibération? Donc, nous allons passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité.
Nous avons effectivement couvert tous les sujets de l'ordre du jour. Donc je vous remercie beaucoup de votre participation et de votre présence et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Madame de Gaetano. Madame Freinet. Il est vrai que j'ai pas fait la question orale, mais c'était tellement, je pense, sur la base de la démocratie que je vais me permettre simplement de vous rappeler quelque chose. J'ai été assez étonnée, donc je vais prendre quand même les choses donc avec du recul, Madame de Gaetano. J'ai visé l'article 1 de la charte de l'élu local. Et je pense que la personne à côté de vous sait très bien de quoi je parle. L'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités publiques. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. J'avoue que je suis assez surprise que ma mission d'élu soit entravée. J'ai des Trouvillais, nos administrés, Madame de Gaetano, qui vous interrogent, vous et votre majorité, mais également moi, sur certains dossiers. Et je peux comprendre que quand ils appellent à la mairie, on leur dise « Madame Freinet n'est pas présente » et on leur dit d'adresser un mail au secrétariat. Sauf que le secrétariat ne m'adresse pas les mails, Madame de Gaetano, pour que je puisse répondre sur des dossiers en plus très précis. D'accord. Alors là, je ne suis absolument pas au courant de ce dossier. Évidemment, on va regarder, on va interroger le secrétariat. Et comment vous avez eu l'information du coup ? Donc du coup, les administrés, inquiets de ma non-réponse, puisque je l'ignorais, m'ont contacté par un autre moyen. Je vais vous dire, il y en a certains qui sont venus sonner à ma maison chez moi, et d'autres qui sont passés par Facebook, en ne comprenant pas pourquoi on ne me contacte pas. Écoutez, franchement, là, j'ignore complètement, mais évidemment que je vais faire une enquête en interne pour savoir ce qui s'est passé, et on veillera à l'avenir à ce que ça ne se reproduise pas. Mais ça m'étonne, mais on va vérifier. Ça vous étonne, mais j'ai la copie du mail pour vous l'envoyer si vous voulez. Oui, d'accord. Donc, on veillera effectivement à l'avenir que ça ne se produise pas. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Je déclare terminé ce conseil municipal.